Hello, aujourd'hui je vais partager avec vous un secret qui est plutôt méconnu et un petit peu caché aux yeux des investisseurs particuliers. Ça concerne donc Warren Buffett et sa performance exceptionnelle. Warren Buffett est considéré comme d'abord le plus riche investisseur au monde et il est considéré comme l'un des investisseurs qui a le plus créé de valeur ajoutée. Vous savez qu'en fait 95 voire 99% de tous les investisseurs professionnels, un investisseur professionnel c'est quelqu'un qui gère des fonds pour le compte d'investisseurs voilà, lambda. 95 à 99% de ces investisseurs professionnels sont dans l'incapacité de battre la performance des indices boursiers en total return, c'est-à-dire en dividendes réinvestis chaque année. Donc la plupart font égal ou sont inférieurs en termes de rendement. Donc toute personne parvenant, ne serait-ce que sur une période de 10 ou 15 ans, à dépasser la performance du total return, commence à attirer à susciter beaucoup de questions et attirer beaucoup de curiosité de la part de l'ensemble du monde, puisque c'est un phénomène assez rare. Et Warren Buffett le fait depuis 5 ou 6 décennies maintenant, donc il est considéré comme quelqu'un de génial, il est considéré comme quelqu'un de riche. Néanmoins, il y a une petite subtilité dont les gens ne parlent pas toujours, et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait de vous partager ça pour essayer de vous faire réfléchir à comment en fait, en réalité, Warren Buffett a créé son alpha, c'est-à-dire sa performance supérieure aux indices boursiers, et essayer de le reproduire pour vous. L'idée, c'est quand même qu'on s'enrichisse tous à notre tour, puisque Warren Buffett quand même a assez de pognon maintenant dans son porte-monnaie, et il serait peut-être temps que nous, hein, on en ajoute un petit peu dans le nôtre. Donc, quand j'ai étudié l'histoire de Warren Buffett, les conséquences de ce que j'ai trouvé, moi, ça m'a frappé. Et, et, et voilà, je peux pas vous dire pourquoi en fait les gens ne s'intéressent pas à ça et font du show autour de son aptitude à sélectionner les bonnes entreprises. On dit de lui que c'est un stock picker génial, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait sélectionner les bons titres qui permettent de créer beaucoup de valeur à long terme. Alors c'est vrai, mais en fait vous allez voir que c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il est devenu milliardaire. Bah, désolé, mais on va entendre le détail. Donc je vous ai sélectionné quelques articles d'abord pour vous montrer comment on en parle. Donc Warren Buffett donne deux conseils aux investisseurs en herbe. Donc généralement ce qu'on nous dit, ça revient très souvent, c'est il faut trouver les bons investissements se font avec des entreprises présentant des avantages comparatifs et des marges de profit importantes. Et puis, souvent des dirigeants expérimentés et surtout honnêtes. Parce que là, on n'en parle pas dans l'article, mais Warren Buffett fait gaffe à ne pas se faire plumer. Je rappelle quand même que dans le monde aujourd'hui économique, les bad guys, les mauvais, l'argent est sale, hein, ça on le dit jamais assez, mais l'argent est très sale, l'argent est volé, accaparation des biens détruits par la force et la violence, c'est quand même probablement 30 à 40% de, tous les capitaux du monde. Vous avez un tiers qui est récolté par l'héritage, et puis vous avez qu'un seul tiers qui est créé par les vrais entrepreneurs, mais la plupart du temps en fait c'est soit des business sales, des vols, des guerres, du pillage divers et variés, des manipulations. Voilà, c'est ça le gros de l'argent autour de la planète aujourd'hui. Et c'est toujours assez étonnant de voir aucun argent par exemple n'est fiscalisé. Il y a que les larbins du socialisme qui payent des impôts au moment où ils meurent, quand ils transmettent leur maigre patrimoine à leurs enfants. Aujourd'hui, vous avez 150 000 personnes, je crois, qui ont plus de 35 millions de dollars. Je suis sûr que c'est 150 000, il y en a 149 500 qui payent aucun impôt sur leur héritage. C'est un monde, voilà, c'est un monde tel qu'il est, un peu bad guy, un peu malhonnête, un monde profondément malhonnête dans lequel on vit. D'ailleurs, vous avez vu avec Johnny Hallyday, il a fait le même truc que tout le monde pour pas payer. Il a fait sa fondation. Voilà, vous avez 40 000 fondations aux États-Unis, il y en a 40 000 au Panama, là où je vis. Vous en avez combien? 40 000 en Suisse, Liechtenstein, vous en avez à Maurice, vous en avez partout en Asie. Donc personne ne paye d'impôts. Je reçois pas mal d'emails de votre part. Souvent, je fais un petit aparté avant de revenir à Buffett, mais je reçois pas mal d'emails. Ouais, je voudrais transmettre. Est-ce qu'il faut que je quitte la France pour transmettre mon petit patrimoine à mes enfants? Mais parce que ça coûte cher, ça. Mais il n'y a personne qui paye. Je suis désolé de vous le dire, personne ne paye d'impôts sur l'héritage, à part vous, à part les larbins du socialisme qui n'ont pas compris que l'État c'est un espèce de paravent dégueulasse. Donc Warren Buffett, souvent, il insiste sur le fait qu'il faut sélectionner une équipe dirigeante honnête, parce qu'il sait très très bien que le monde est profondément malhonnête. Et donc, au-delà des dirigeants expérimentés, ce qu'il faut lire, c'est surtout les dirigeants honnêtes.
Donc on dit toujours que Warren Buffett, voilà, il sélectionne des entreprises avec une valeur en bourse qui est pas surcotée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise a des actifs qui ont une certaine valeur à la revente, et en face vous avez un prix de bourse, et en fait Warren Buffett compare tout simplement la valeur des actifs à la revente par rapport à la valeur estimée par la bourse. La plupart des temps ça dépend des cycles économiques, macroéconomiques à long terme. Actuellement dans un cycle où la valeur des actifs est ultra cotée pour X raisons, donc il est compliqué de trouver de la valeur en bourse cotée. Généralement la valeur se négocie 2, 3, 4 fois, alors qu'en théorie les bons investissements c'est quand vous achetez soit à parité, soit dessous, ce qui fait qu'en fait, en ce moment, il est compliqué d'en trouver. Mais Warren Buffett donc, dit toujours qu'il achète ça, de la valeur. Il cherche aussi des entreprises dont les marges sont en progression. Donc en fait, il a un style, ce qui s'appelle GARP. Hein. Ce style consiste en fait à acheter une entreprise en croissance à un prix tout à fait raisonnable et non pas surpayé. On sait que les entreprises en croissance, généralement en forte croissance, se payent très très cher. Donc lui, il attend les trous de marché pour acheter ces entreprises. C'est ça à peu près qui résume. Donc vous trouvez plein de littérature sur le net. Moi j'ai tapé investir comme Warren Buffett dans Google France. Voilà, vous avez plein de vidéos pour faire comme si. Vous avez énorme. Bah d'ailleurs vous avez 400 000 pages, 400 000 résultats en français. Donc les conseils pour copier Warren Buffett, etc. Bon, j'en ai parcouru une petite dizaine. Il n'y en a aucun qui a pigé comment Warren Buffett marche pour créer son alpha. Mais ça vous mettra au moins le pied à l'étrier pour voir comment il fonctionne. Donc il y en a qui ont tiré des règles, par exemple le taux de marge qui progresse à plus de 15%, le taux de marge sur 5 ans qui progresse, la croissance du bénéfice sur 5 ans, la relation entre les actifs et puis le prix en bourse, la relation entre le cash flow généré par l'entreprise et le prix coté en bourse, le retour sur investissement. Vous avez X critères comme ça, j'en ai tiré 9 critères mathématiques pour investir comme Warren Buffett. Moi, ouais. Bon, en fait, c'est pas comme ça qu'il gagne son argent. Je dis pas que c'est un stock picker pas génial, mais en fait, le but de son génie dans le stock picking, vous allez voir, c'est pas du tout pour essayer de battre l'indice. Encore une fois, il s'en sert pour autre chose. Donc la première chose que je veux montrer avant tout, c'est le cours de bourse, que vous voyez quand même l'animal, ce qu'il a fait. Alors ça remonte à 90, donc on est sur 1, 2, 3 décennies, donc l'action passe de 6 000 $ à 300 000 $. Surtout on voit la régularité, c'est un graphique logarithmique, donc on voit la régularité sur le long terme de sa progression. Nul doute, même s'il a un petit passage, il a eu 2 passages à vide sur les 3 dernières décennies, puisqu'entre 98 et puis 2003, donc pendant 5 ans, il a stagné. Et entre 2007 et puis 2013, il a également stagné. Donc on voit que même les meilleurs stagnent pendant 5 ans. Quand on regarde un graphique sur 30 ans comme ça et qu'on qualifie Warren Buffett de génial, parce que j'ai des clients de longue date, voilà, je sais ce qui se passe. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que des clients, en fait, si ça gagne pas tous les mois, généralement ça commence à paniquer. Si on perd 10% de drawdown sur un mois, ça panique. Est-ce que vous vous rendez compte que ce Warren Buffett, considéré comme l'investisseur le plus génial de tous les temps, il a vécu 2 périodes de 5 ans sans créer de nouveaux plus hauts, donc en étant tout le temps en perte, en situation de perte par rapport au son plus haut historique atteint pendant 5 années. Je ne sais pas si 5 années dans lesquelles il ne faut pas se démoraliser, continuer à jouer comme on pense qu'il faut jouer, garder sa stratégie, garder la confiance, se lever tous les matins, prendre des positions, surveiller, voilà. 5 années à prendre des baffes dans la gueule et il a continué comme ça. Donc ça montre bien l'enjeu de la gestion à long terme. Ce qui se passe, c'est que, je fais un autre commentaire, mais l'immobilier, voilà, ça permet d'encaisser des loyers pendant 20 ans, on monte une opération avec un emprunt bancaire en face, et voilà, et quand les cours de l'immobilier se pètent la gueule pendant 5-10 ans, en fait, ça empêche personne de dormir. Par contre, sur la bourse, le fait qu'on ait un reporting tous les jours de la valeur des positions, ça rend fou tout le monde. Et donc, je partage ce graphique pour essayer de vous faire réfléchir sur l'idée que la bourse ou l'immobilier, ça reste 2 actifs, ça reste une activité d'investisseur, et que même le meilleur investisseur de tous les temps, le plus riche en tout cas, et ben lui aussi, comme dans l'immobilier, comme partout, comme pour tout entrepreneur, il y a des périodes à vide qui peuvent durer très longtemps, encore une fois 5 ans. Je sais même pas, enfin moi je pense pas être capable d'encaisser 5 ans comme ça de non-création de profit. Je pense pas que psychologiquement je pourrais encaisser, je pense que vous, pareil. Et en fait, l'une des premières caractéristiques pour moi du succès de Warren Buffett, c'est être capable d'encaisser ces 2 fois 5 ans sans devenir dingue, quoi. Ça, évidemment, c'est pas
son génie, hein, c'est pas d'avoir des petites règles de value, de growth, de garb, de machin, de tout ce que vous voulez, mais c'est déjà psychologiquement de pouvoir continuer à le faire à long terme. Alors ensuite, on va entrer dans le vif du détail. Donc le secret de Warren Buffett, qui est sur le net américain, c'est un secret pour personne, mais c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Mais comme vous pouvez voir, cet article a été publié le 8 février 2013, donc il y a bientôt 6 ans, et il est lu que par 20 000 personnes, alors que n'importe quoi qui touche Warren Buffett fait tout de suite une audience mondiale énorme. Ce qui est assez intéressant déjà, ça permet de voir que les gens sont attirés par le bling bling, ce qui brille, mais quand il s'agit d'ouvrir le capot moteur pour regarder comment concrètement les choses sont faites, il n'y a plus personne. 20 000 personnes sur un web américain, c'est pas grand chose, encore une fois. Donc il y a voilà, c'est tiré du site Forbes, mais il y a plein de littérature qui a été quand même publiée en dehors de ces articles. Donc qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend que sur les études qui analysent les performances, en fait, sur toute la période analysée, les chercheurs ont chiffré le levier de Warren Buffett à 60%. C'est-à-dire que quand il avait 100 000 $ investis sur les actions, quand il possédait 100 000 $ de cash, il avait en permanence, en moyenne, 160 000 $ de position. C'est-à-dire qu'il y a un levier de 1,6. Ça, déjà, personne ne dit que Warren Buffett fait du levier, et vous allez voir que derrière, ça a des conséquences majeures. Alors, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'il avait un excellent rating, puisqu'il est triple A-, donc ça lui permet d'emprunter sur les marchés de capitaux à des coûts très faibles. Donc ça, c'est un autre avantage significatif, parce qu'on n'a pas toujours été sur les 30 ou 40 dernières années avec de l'argent pas cher du tout, comme il y a depuis 2010, mais surtout, Warren Buffett étant une insurance company, donc un assureur, il encaisse des premiums de ses clients qu'il doit décaisser plus tard quand il y a des sinistres à rembourser. Mais on sait que d'abord ça contribue, on nous dit que pendant toute la période étudiée, ça a contribué à 1/3 de ses apports financiers, et qu'en fait, il a payé en coût de capital pour financer son levier 2,2%, soit en moyenne 3% plus bas que la moyenne des emprunts à court terme du gouvernement américain, qui est quand même la plus grosse signature américaine. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre qu'il a financé 1/3 de son levier avec des cacahuètes, c'est-à-dire ça lui a coûté quasiment que dalle. Donc, on découvre une dimension autre, et maintenant, je vais vous montrer concrètement en calcul ce que ça donne. Donc, sur la période étudiée dans ses recherches sur la performance de Warren Buffett, encore une fois, on a chiffré à 19% le gain de Warren Buffett. Voilà. Sur la même période, le SP500 en total return, donc en dividende investi, a réalisé 12%. Donc ça fait un gain, ce qu'on appelle l'alpha, de 7% en faveur de Warren Buffett. Et on sait donc qu'il a utilisé un effet de 1,6. Donc on prend le total return que personne n'arrive à battre, 12%. On multiplie par l'effet de levier Warren Buffett moyen sur toute sa période, 1,6, qu'est-ce qu'on obtient? 19%. Comme par hasard, ce sont les 19% de ses performances obtenues. Alors, quelle est la conclusion derrière ces petits détails, ces petits chiffres, ces petits secrets? C'est que Warren Buffett n'a jamais créé avec son stock picking de l'alpha. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été capable de battre les indices boursiers juste parce que il fait de la sélection de valeurs géniale. Il faut vous enlever cette idée de la tête. On ne bat pas les indices avec une stratégie de jeu de sélection des actions. Techniquement, personne n'y arrive, même Warren Buffett. Warren Buffett a battu l'indice tout simplement parce qu'il a utilisé une stratégie de sélection des valeurs qui lui a permis de réduire son risque. Et c'est parce que son risque a été réduit qu'il a pu porter du levier comme ça pendant 5 décennies et donc créer de l'alpha. Ce qui n'a rien à voir avec tout ce qui est dit sur le net sur le côté génial de Warren Buffett. Le but, parce que derrière c'est quand même lourd de conséquences, quand vous commencez à faire de la sélection de valeurs, si vous cherchez à être le meilleur pour trouver le meilleur trade qui ne va pas de l'indice, tôt ou tard vous allez vous faire baiser et vous allez revenir à la moyenne. Alors que si vous cherchez à sélectionner des valeurs avec la plus faible volatilité, donc si vous comprenez comment on peut diversifier au maximum les performances des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut en permanence, faut quand même élargir le jeu. Généralement 70% des actions à l'intérieur d'un indice comme le SP500 ne parviennent pas à battre l'indice. C'est-à-dire que
il y a entre 20 et 40 selon les périodes, entre 20 et 40% des titres qui battent l'indice boursier et donc qui le tirent vers le haut et qui compensent ces 60% d'entreprises qui ne parviennent pas à progresser à la vitesse de l'indice de la bourse américaine. Donc votre probabilité de trouver une valeur à l'intérieur des rares qui progresse, et en plus c'est un espèce de poule qui n'arrête pas de bouger et c'est très compliqué. Donc le seul moyen de vous y prendre, c'est ce que nous apprend l'expérience de Warren Buffett, c'est de se dire, je vais réduire, puisque un indice boursier a des drawdowns qui oscillent entre 20 et 50% selon la nature des crises sur longue période, et Dieu sait si Warren Buffett a vu un certain nombre de crises depuis 60 ans, donc vous avez en permanence des retours de 20 à 50%. Si vous êtes en effet de levier de 1.6 et que vous avez un marché baissier de 50%, nous sommes en train quand même de parler de 75 à 80% de pertes par rapport à votre capital, ce qui est juste totalement impossible à encaisser. Donc tout le génie de Warren Buffett a été, à mon avis, qu'il a dû réfléchir à comment avoir des entreprises qui galopent à peu près à la vitesse de l'indice, mais qui consomment une volatilité beaucoup moins inférieure à celle consommée par le SP500 dans les périodes de crise. Et par-dessus, il a juste injecté du levier 1.6 et c'est comme ça qu'il a créé son alpha à long terme. Alors Warren Buffett, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé aussi autre chose. Warren Buffett, il faut savoir, c'est que il est toujours en train de nous dire de la sagesse par rapport à l'argent, mais après ce qu'il fait c'est un petit peu différent. Donc on sait aussi, parce que certains blogueurs américains farfouillent et qu'aux États-Unis tout est public, donc on sait aussi que Warren Buffett est un très très gros intervenant sur les options. J'ai découvert qu'il a fait des paris de dingue, des paris à plusieurs milliards de dollars de vente d'options sur un horizon de 10 ou 15 ans. C'est qu'il a toujours parié très lourdement sur la croissance américaine sans faillir. Dieu sait si j'en ai bien été incapable à horizon 10 ans. Donc c'est quand même quelqu'un de visionnaire parce que faire les paris qu'il fait c'est énorme. Mais on le voit également qu'il a été extrêmement actif à coup de dizaines de milliers d'options vendues sur tous ces titres. Donc là on a un exemple avec 20 000 options vendues sur Coca-Cola, donc que des ventes de put. Alors c'est pas des chiffres énormes, mais bon il encaisse, voilà, on le voit 12 novembre, il encaisse 1 million, 2 millions de dollars tous les mois juste sur sa position de Coca-Cola. Donc c'est quelqu'un qui est très actif. Là il a reçu, voilà, il y a le détail de ses contrats. Alors une option, parce que là on est en train de parler de la valeur notionnelle, la valeur faciale des options. Donc il a vendu une option, il n'a pas encaissé 37 milliards de dollars, mais il a pris un risque sur 37 milliards de dollars sur des paris sur 15 ans ou 30 ans. C'est complètement dément. Donc là les échéances c'est le 9 septembre 2019 et la dernière échéance de ces paris, donc il sera peut-être même plus vivant, c'est en 4 janvier 2028. Donc il en a vendu quand même pour 40 milliards. C'est-à-dire que s'il se plante, il pourrait être amené à être exercé et à livrer l'équivalent de 37 milliards de dollars. Sa société de mémoire, sa capitalisation, c'est 500 milliards. Mais voilà, on voit qu'il a 7 ou 8% par rapport à sa capitalisation investi dans des contrats optionnels. Il a reçu 5 milliards de... Alors là, il a reçu des premiums. Donc ça, c'est pas la valeur faciale, c'est la valeur réelle. Il a vendu pour 5 milliards de dollars de vente d'options. C'est probablement le plus gros joueur sur les options de la planète. Donc c'est quelqu'un, et c'est comme ça qu'il augmente son levier. Donc c'est quelqu'un qui, au-delà de l'analyse financière et des entreprises, vous devez bien avoir conscience que il crée son génie. Je vous remontre la cotation de sa société. Tout ça, ça s'est fait via l'utilisation des marchés dérivés, via l'utilisation du levier, via l'utilisation des marchés optionnels, via des paris macroéconomiques, des paris long terme, via un certain nombre de positions, et tout ça repose sur un seul détail, la gestion de la volatilité des titres qu'il a achetés et la diversification de ses risques pour pas crever quand il y avait des retours dans les drawdowns, dans les marchés baissiers, dans les crises. Donc là c'est l'éclatement de la bulle internet. Donc comment il fait en drawdown? Il passe de 83 000 à 42 000. Il prend quand même 50% de drawdown pendant la crise internet, au pire là sur un an en fait, ce qui est quand même assez énorme. Ici, il passe de 150 000 à 70 000. Il rebelote avec la crise immobilière en 2008. Il repère 50%. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu 2 drawdowns de 50% sur les 30 dernières années.
Combien d'entre vous se lèvent le matin, ouvre son compte en bourse et voit moins 50 sur l'ensemble de sa fortune cotée, voilà, et continue imperturbable parce qu'il sait qu'à long terme ça va payer et voilà, parce que derrière il met quand même, en 2009, voilà, il met quand même ouais, 4 ans pour se refaire. Donc moi, c'est là où il est fort, c'est-à-dire qu'il a sa méthode qui a délivré à long terme, qui a dû le rôder dans les années 50-60, et puis derrière, et ben, il la déroule quelles que soient les conditions. Mais sa méthode, c'est pas du stock picking. Sa méthode, c'est la réduction de la volatilité pour prendre du fait de levier, sachant qu'il accède à du levier que vous et moi, on n'accédera jamais en termes de coûts, puisque quand vous prenez une opération de levier, on sait aujourd'hui qu'il a fait que répliquer la performance du SP500. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ce chiffre-là, 12% par an, et vous avez un coût moyen de 2,2%, eh ben, ça vous laisse une marge de 10% sur donc sur 60% de vos opérations, vous avez 10% de gain, sachant que vous avez emprunté l'argent d'un autre. Donc c'est très rentable. Si derrière le levier vous empruntez, on l'a vu, 3% sous le gouvernement américain pendant 30 ans, et que donc vous payez, je sais pas, il a dû payer peut-être 5% ou je sais pas 4%, je connais pas le coût d'emprunt sur 30 ans, je connais pas la moyenne, mais et que derrière le SP500 on sait qu'il fait 7% et 9% par moment en total return. Vous comprenez bien que quelqu'un comme vous et moi, si dans les périodes des années 80 il fallait payer 6, 7, 8%, dans les années 90 6, 7, 8% d'intérêt alors que le Warren Buffett avait un coût de 3,5, quand on emprunte à 7 et qu'on gagne 12, il nous reste 5 dans le meilleur des cas si on ne se plante pas, alors que lui il lui restait 6, 7, 8% pour lui. Il est là son énorme avantage concurrentiel et malheureusement on ne peut pas le dupliquer, c'est impossible, on n'a pas accès au marché, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas prendre du levier au coût que lui il a financé. Bon, donc en cette vidéo, ce que je souhaitais partager avec vous, c'est vous amener à réfléchir, comme moi je l'ai pu le faire en regardant l'histoire de Warren Buffett, à réfléchir sur la notion que derrière un placement intéressant, donc qui génère de l'alpha, il est nécessaire, et pas nécessaire, il est totalement obligatoire d'injecter du levier, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour l'immobilier, la bourse. Sans effet de levier, autant ne rien faire, autant prendre. Sans effet de levier, c'est pour moi une aberration aujourd'hui que d'acheter de l'immobilier, autant acheter de l'immobilier coté et rien branler, parce que sans effet de levier, c'est du travail pour rien en fait. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose. En bourse, pareil, autant rien faire, acheter un ETF sur un indice SP500 et s'arrêter là et y consacrer qu'une heure par an et puis c'est tout. Donc à partir du moment où vous voulez plus de performance que l'indice ou plus de performance dans l'immobilier, l'injection de levier est obligatoire et c'est bien le savoir comment injecter le levier, comment gérer son risque, quoi faire en hausse, quoi faire en baisse, qu'est-ce qu'on tolère comme perte, etc. C'est une autre histoire, c'est une longue histoire, c'est toute l'histoire de la finance et de l'investissement, on ne va pas la traiter ici. Mais ce que j'espère, c'est que vous arrêterez de vous dire que malgré toute la littérature, que en développant vos compétences pour sélectionner les actions, vous allez contribuer à une certaine forme d'enrichissement, au moins à faire mieux travailler votre argent. C'est pas vrai, vous n'y arriverez pas, personne n'y arrive, même Warren Buffett n'y arrive pas. Donc ce que je voudrais, parce que c'est bien vous amener à comprendre qu'il faut chercher pas dans la sélection des actions, mais dans la gestion du capital. C'est là que toute la guerre a lieu, c'est dans l'allocation tactique d'actifs, dans la réflexion de fonds qui permet de gérer le risque et le levier. C'est là qu'est la guerre. Ou alors la guerre est dans le trading court terme, genre à la George Soros pendant des années dans le trading ultra sport. Mais entre le trading à fort effet de levier à court terme et l'investissement long terme sans levier, et l'investissement long terme avec levier, au milieu en fait vous avez probablement 90 ou 95% des opérations faites par l'ensemble des investisseurs de la communauté mondiale. Et alors là, c'est de la branlette en fait, parce que tout le monde perd son temps, autant acheter. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui l'industrie des ETF a explosé, parce que je pense que tout le monde a pris bien conscience que c'était de la branlette. Autant rien faire et devenir un investisseur passif. Ce que j'espère à travers ces exemples sur Warren Buffett et ses positions sur les options et sur les, c'est que si la bourse et la performance vous intéressent, vous devez vraiment vous positionner aux deux extrêmes.
soit l'investissement long terme levier, immobilier, bourse, ou alors soit le trading très court terme, donc à base de patterns, etc., dans le chaos statistique. Ce sont les deux seules portes de sortie qui existent réellement au-delà du pipeau. Donc cherchez bien. Je vous rappelle quand même que 95% des investisseurs professionnels ne parviennent pas à battre les indices. 96 à 97% des investisseurs particuliers qui cherchent à faire du trading effet de levier sont perdants en moins de 6 mois la plupart du temps. Donc réfléchissez bien à regarder en dehors de la box, là, complètement en dehors des médias, de tout le bien-pensant, de tout ce qu'on vous met sur la table en vous disant c'est là que ça se passe, et tout le monde vous dit c'est là que ça se passe. La vérité c'est non, justement c'est là que ça se passe pas du tout, c'est complètement en dehors, c'est sur les deux pôles extrêmes que ça se passe. Voilà, je suis Métaux.